Salut les héroïnes! Aujourd'hui, on va voir pourquoi les hypersensibles ont l'impression de souffrir plus que les autres, d'être de véritables éponges émotionnelles capables d'une grande compassion, mais aussi de ressentir de manière amplifiée la douleur des autres. Alors depuis une trentaine d'années, on parle beaucoup des neurones miroirs comme l'explication unique et physiologique en fait de cette grande empathie. C'est pour ça qu'on les appelle aussi d'ailleurs ces neurones miroirs ou neurones de Gandhi. Mais on va voir que depuis aussi une dizaine d'années, beaucoup des interprétations qui ont été faites à propos de ces neurones miroirs ont été réfutées et qu'il y a d'autres explications aussi à prendre en compte. Et on va voir quelles sont les recherches aujourd'hui à un instant T. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir 3 fois par semaine des vidéos au sujet de l'hypersensibilité, du haut potentiel et de la multipotentialité. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne justement les femmes hypersensibles à comprendre leur fonctionnement, mais aussi à apprivoiser leurs émotions. Et d'ailleurs, si tu veux savoir si tu es hypersensible, je te propose de faire le test qui se situe juste en dessous de la vidéo. Grâce à des recherches, on sait que les hypersensibles ressentent plus intensément la douleur physique et morale, la leur et celle des autres, qu'ils sont capables de comprendre mais aussi de ressentir les sentiments des personnes qu'ils fréquentent. Mais souvent le problème, c'est qu'ils ont l'impression que ce n'est pas réciproque, d'où une grande frustration. On les appelle aussi de vrais passoires à stimuli. Alors, une partie en fait de cette impression de ressentir justement les sentiments des autres peut s'expliquer par un effet miroir grâce aux neurones miroirs. Commençons par un petit peu d'histoire. L'identification des neurones miroirs a été faite dans les années 90 par l'équipe de Giacomo Rizzolatti, qui était le directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme. Au cours de leurs observations de l'activité cérébrale de singes, ils ont pu observer que certains neurones de la zone F5 de leur cortex prémoteur ventral s'activaient lorsqu'ils faisaient une action, mais aussi lorsqu'ils voyaient la même action faite par un autre. Depuis avril 2010, on a pu mettre en évidence que ces neurones miroirs existaient aussi chez l'être humain. Et on a remarqué que quelque chose aussi s'activait quand on regardait quelqu'un exécuter une action proche de l'aire de Broca, qui est l'aire du langage. Par contre, on ne sait pas dire avec certitude si tout cela en fait active uniquement ces neurones miroirs ou d'autres neurones entremêlés. Donc on parle ici plutôt de système miroir ou de système de neurones miroirs plutôt que de neurones miroirs pour parler de ces aires fonctionnelles. On a aussi dit ces dernières années que des anomalies du système miroir auraient été retrouvées chez les personnes autistes qui ont du mal justement à comprendre le fonctionnement et les émotions des autres, mais depuis cette hypothèse a été réfutée. Nicolas Danziger, qui est neuroscientifique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a depuis aussi fait des expériences qui ont montré qu'il fallait un intense travail mental de représentation et d'imagination pour comprendre ce que l'autre ressent, bien au-delà du simple mimétisme automatique sur lequel reposent les neurones miroirs. On sait également maintenant qu'il y a une dimension psycho-affective extrêmement forte dans ce mimétisme. Par exemple, si quelqu'un pleure, je ne vais pas forcément partager exactement sa tristesse parce que je vais y projeter mes propres émotions, ma propre évaluation de sa tristesse, mon propre vécu, mon propre passé. D'ailleurs, Boris Cyrulnik nous parle aussi très bien en fait de cette dimension affective qui est mise en place, par exemple entre une maman et son bébé lorsqu'elle lui donne à manger. Souvent, elle fait le geste de lui donner à manger et du coup, ça donne envie au bébé parce qu'il l'aime de reproduire en fait les mêmes gestes que sa maman. Maintenant que vous avez bien compris l'historique des neurones miroirs, on va parler des 4 principaux rôles de ce qu'on appelle maintenant le système miroir. Le premier, c'est l'apprentissage par l'imitation des actions. Tout ce que je peux observer en train d'être fait, je peux le réaliser déjà dans ma tête. En fait, c'est la façon dont apprennent finalement les enfants entre 2 et 7 ans, c'est grâce à un mimétisme par le jeu, ils répètent souvent ce que font les adultes et en fait ils apprennent un petit peu tous les gestes de la vie quotidienne comme ça. On le voit aussi très bien avec les bébés quand vous leur lancez un joli sourire, comme par hasar,
quelques secondes après, ils vous répondent de la même manière. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question du problème des masques. Fabrice Minal nous racontait dans une journée sur l'hypersensibilité à Lausanne qu'il avait vu un enfant en bas âge qui n'arrivait pas à parler, ses parents s'inquiétaient. Et en fait, cet enfant voyait des adultes avec des masques toute la journée. Et puis finalement, tout le monde est parti en vacances pendant 2 semaines et ils se sont retrouvés à un endroit où il n'y avait pas besoin de masque. Et là, comme par hasard, l'enfant s'est mis à parler. Le deuxième rôle du système miroir, c'est le déchiffrage des émotions. Peter Brook, qui est un réalisateur, a dit de manière assez ironique que la science avait découvert ce que les artistes savaient déjà. Au cinéma, pour susciter l'émotion du spectateur, il faut lui faire vivre une expérience, lui faire ressentir ce que le héros ressent, entre autres justement se mettre à sa place. Le troisième rôle de ce système miroir, c'est la contagion émotionnelle. Il y a un vieux dicton qui dit qu'un bon bailleur en fait bailler 7. Je pense que ça, tu le sais très bien. Quand on entend ou quand on voit quelqu'un bailler, comme par hasard, tout le monde se met à bailler juste après. C'est un vrai réflexe. Alors ça se répand, c'est contagieux aussi, comme le rire, comme un virus. Le quatrième rôle, en fait, c'est dans les thérapies qui utilisent l'imaginaire, comme l'hypnose que je pratique beaucoup avec mes clientes hypersensibles. En fait, l'idée, c'est que ton cerveau prend tout cache. Il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, on va le voir par exemple dans des régressions instantanées. Il arrive parfois que mes clientes, quand je leur pose la question mais où ça a commencé cette hypersensibilité, régressent à un moment de leur vie où il y a eu quelque chose de traumatique. Et à ce moment-là, on ne va pas changer l'événement, mais on va en changer la perception, on va changer la perception du passé. Et comme par hasard, ça va permettre à mes clientes de dépasser des blocages. On est créateur de notre réalité, tout ce qu'on croit, on le crée, tout ce qu'on crée, on le croit. Donc ton cerveau en fait va généraliser et reproduire, modéliser ce qu'il a vécu en cabinet, et là il va le faire naturellement dans la vraie vie. Et du coup c'est comme une reprogrammation. Maintenant tu en connais un peu plus sur ce système miroir physiologique et aussi psycho-affectif. Et donc tu comprends vraiment l'importance du non-verbal. Plus de, je crois, 70% de ce qu'on fait est lié au non-verbal, d'où l'importance aussi de faire attention à ce qu'on est et pas simplement à ce qu'on fait. D'où l'importance aussi d'être ce qu'on appelle en anglais des rôles modèles pour les autres, parce que les autres, de manière naturelle, vont être tentés de mimétiser ce qu'on fait. Avec mes clientes en cabinet ou en visio, du coup, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de réguler ce système miroir et donc leur éponge émotionnelle, ne pas absorber la souffrance des autres, mais plutôt l'accepter et regarder comment on peut la vivre sans pour autant être affecté par cette souffrance. On va aussi essayer de réguler la contagion émotionnelle, réguler toute cette amas de négativité qui peut te submerger dans ta vie. On va vraiment essayer de voir comment réguler tous ces vases communicants. Si toi aussi tu penses que ton miroir est peut-être un petit peu bancal, que tu te laisses submerger par les émotions des autres et le miroir de l'autre, alors je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra bien sûr de mieux te connaître pour répondre à tes besoins et pour éventuellement commencer un travail sur ton hypersensibilité ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce et je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes!